vous avoir ici ce soir. Pour nous, c'est pas du tout anodin votre présence ce soir et ce qu'on organise, et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que organiser l'événement de ce soir et toute la semaine qui tourne autour, c'était un peu un projet un peu fou, et qu'on s'est dit on va tenter l'aventure, et que sans la collaboration de toute une série de bénévoles, de toute une série de partenaires, ça n'aurait pas pu se mettre en place. Donc voilà, merci à tout le monde. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur nos partenaires à la fin de mon introduction. C'est aussi pas anodin parce que c'est une preuve que voilà, quand on ose dans le monde d'aujourd'hui, on a parfois l'impression que nos possibilités d'action sont restreintes. Nous, on constate que quand on a de l'audace, quand on ose des projets, quand on contacte des gens pour participer avec nous à des projets, en général, ça fonctionne. Et donc, voilà, typiquement, Olivier de Scuter, quand on l'a contacté, nous a dit un oui enthousiaste, et ça nous a reboosté dans notre projet. Et alors, un autre élément qui est très important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on considère que se rassembler dans les circonstances actuelles qui ont parfois tendance à plus séparer les gens que les rassembler, c'est quelque part un acte de résistance, et de montrer que voilà, c'est important de continuer à se voir en respectant évidemment les règles qui sont de mise pour éviter voilà, la propagation du coronavirus. Mais c'est super important, et donc voilà, merci à chacun d'avoir fait l'effort d'être là. Merci aussi à chacun de respecter le port du masque pour que, voilà, que tout le monde soit confortable par rapport à cette question. Alors, un petit mot sur Malone Transition. Donc, Malone Transition, c'est une association qui a été créée en 2018 et qui a pour objectif de promouvoir à Malone toute initiative qui va soutenir la transition vers des modes de vie qui sont plus conviviaux, plus respectueux à la fois des gens, mais aussi de l'environnement. Et donc, ça se traduit par à la fois des projets liés à la réflexion, comme on le fait ce soir, via des conférences, via des cafés citoyens, via des livres sur lesquels on échange, notamment via notre site internet. C'est aussi des projets concrets liés à la mobilité, par exemple, mais à plein d'autres choses. Et l'idée, c'est d'être à la fois critique par rapport à ce qui se fait, mais aussi et surtout force de proposition. Donc voilà, ça c'est un peu l'état d'esprit de nos projets. Alors, la semaine des possibles qu'on organise depuis samedi dernier et qui se poursuivra jusque ce samedi-ci, c'est un peu un condensé de ce qu'on peut proposer tout au long de l'année. Elle a commencé cette année par un Repair Café, enfin, c'est la première édition, mais donc on a commencé par un Repair Café qui a permis aux Malonnois de réparer les vélos qui parfois traînaient au fond de leur cave, et donc de les remettre en selle. On a eu le samedi soir un ciné-débat sur le voyage à vélo pour voilà, inspirer les gens à potentiellement voyager autrement, que ce soit loin de chez eux, mais pourquoi pas aussi autour de chez eux. Et puis le dimanche, on a organisé des boucles de balades à vélo. Samedi, on a inauguré aussi des boîtes à livres à Malone. Et le dimanche, on a organisé des boucles à vélo, dont une boucle à vélo en vélo électrique, pour montrer à quel point, quand on habite Malone et qu'on veut se rendre à Namur et qu'on dispose d'un vélo électrique, en fait, c'est assez facile. Et le challenge de la dénivelée voilà, tombe quand on est assisté via un vélo électrique. Et puis ça s'est poursuivi lundi par une conférence avec Adélaïde Charlier, Pedro Correa et Géraldine Rémy, qui nous ont partagé leur parcours de vie et nous ont montré comment eux, chacun à leur échelle, ils avaient vécu voilà, leur transition personnelle. C'était animé par Adrien Jovenot. Et puis voilà, nous voilà ce soir avec Olivier de Scuter, donc, qui est professeur à l'UCL, qui est rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et qui a été rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation entre 2018 et 2014, c'est bien ça? Et donc il nous parlera des freins psychosociaux au changement.
Alors, la semaine ne se termine pas ce soir. Vendredi, nous aurons un café citoyen et on vous invite chaleureusement à participer donc avec nous à co-construire sur base de vos envies de changement et aussi des expériences qu'on a pu vivre lors de la crise du coronavirus, de ce dont on a été privé et peut-être de ce qu'on a pu découvrir aussi, de s'inspirer de ça pour se dire, ben voilà, dans le monde de demain, qu'est-ce qu'on a envie de garder de tout ça et au contraire, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Et samedi, la semaine se terminera par des balades découvertes dans Malone, enfin une balade découverte dans Malone, et puis pour finir en beauté, un concert d'une fanfare assez déjantée qui est vraiment très très chouette à découvrir, donc samedi, fin d'après-midi. Voilà, je vais céder la parole à Olivier. Je tenais quand même tout spécifiquement à remercier, avant de céder la parole à Olivier, un partenaire qui nous accompagne depuis longtemps au niveau de Malone Transition et qui permet de communiquer au-delà du site internet, mais via la gazette locale qui est Malone Première. Voilà, encore ici, ils nous ont soutenus dans l'événement et pour nous c'est précieux parce que ça permet de toucher un large public. Donc merci à eux. Je sais que ce sont des gens qui se battent au quotidien pour maintenir ce moyen de communication qui est très important. Ils recherchent des bénévoles, donc n'hésitez pas. Si jamais il y a des gens qui ont envie d'aider et de participer à ce genre d'initiative, c'est aussi important. Voilà. Je cède maintenant la parole à Olivier. Bien, bonsoir à tous et à toutes et merci beaucoup à Thomas Duquesne pour son introduction. Merci à toutes celles et ceux qui s'investissent dans Malone Transition, qui ont permis de rendre possible cette semaine des possibles. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir cette énergie et bien que je ne vous vois pas très bien avec les projecteurs que je reçois, je suis quand même très impressionné de voir que vous remplissez cette chapelle pour cette modeste conférence. Alors, je vais tenter de parler ce soir d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est la question de savoir comment l'on peut parler du changement climatique. Je donne souvent des conférences, notamment à des jeunes, parfois même dans des écoles du niveau secondaire, mais beaucoup plus souvent des étudiants de niveau universitaire. Je parle à des publics assez variés et j'ai trouvé très difficile le choix des mots entre le catastrophisme, d'un côté, les théories de l'effondrement, j'y viendrai, et de l'autre côté, l'idée qu'il y a des solutions qu'on peut inventer soi-même, développer dans cette démarche de proposition à laquelle Thomas Duquesne faisait allusion. Et j'ai dû me poser ces questions de manière un peu plus systématique au cours de deux épisodes. D'abord, j'ai fait un petit aller-retour en politique et je me rendais compte au cours de cette discussion qu'il y avait une sorte de cercle vicieux dans lequel nous étions pris. D'un côté, si vous voulez, des citoyens, des citoyennes qui manifestent pour le climat le 2 décembre 2018, le 27 janvier 2019. Rappelez-vous le nombre de gens qui ont pu se rassembler à Bruxelles pour demander une action urgente sur le climat. De l'autre côté, des politiques qui ne répondent pas et qui très souvent disent qu'ils ne peuvent pas répondre parce que les gens, disent-ils, ne sont pas prêts à changer. Et ils mettent en lumière cet écart considérable entre l'inquiétude que les gens expriment, l'inquiétude que les scientifiques expriment à force tribune, intervention dans les médias, etc., d'un côté, et de l'autre côté, notre inertie, notre incapacité à vraiment changer de mode de vie pour agir en conformité avec ce que nous savons des impacts de nos choix de consommation en matière d'alimentation, de mobilité, d'isolation des bâtiments, par exemple. Et on a cette espèce de cercle vicieux, très difficile à briser, où d'un côté, les hommes et les femmes ordinaires disent « mais on voudrait bien changer, mais c'est le politique qui doit rendre facile et abordable ces choix qu'il nous est demandé de faire ». Et les politiques disent « nous n'allons tout de même pas prendre le risque de l'impopularité en imposant des changements dont les gens ne veulent pas ». Comment briser ce cercle? En travaillant sur la question des changements de mode de vie et en travaillant sur la question de la communication à propos du climat. Et c'est en effet aussi à l'occasion d'un autre épisode que j'ai dû me poser cette question, c'est qu'avec un ami, nous avons commencé à préparer un film sur cette question. Le film avait pour titre originel « Les lois de l'inertie ». Il s'agissait de passer en revue ce qui, dans notre tête,
fait obstacle à ce que nous changions et explique que malgré ces alertes scientifiques qui ne cessent de s'accumuler dans différents domaines, nous ne bougeons pas, nous ne réinterrogeons pas fondamentalement nos modes de vie. Ce film va probablement voir le jour, on a changé le titre, il va peut-être s'appeler Climat, notre ennemi intime, pour illustrer qu'en fait, notre difficulté à changer, ce n'est pas seulement dans le monde économique avec les puissants qui résistent, dans le monde politique avec une temporalité politique qui n'est pas à la hauteur de ce que les générations futures attendent de nous. Les obstacles sont aussi dans nos têtes, dans nos manières de raisonner, dans notre psychologie. Et c'est ce que met en lumière la psychologie sociale, les neurosciences en particulier. La question de la soutenabilité de nos modes de vie est une question que vous connaissez bien. Je ne vais pas m'y attarder longtemps. Vous avez, si vous voulez, dans la représentation classique de l'économie, des schémas qui vous sont présentés, qui relient les entreprises aux ménages. Les entreprises fournissent des salaires aux ménages en récompense du travail qui est fourni, et les entreprises vendent aux ménages des produits issus de leur chaîne de production que les ménages peuvent acheter grâce à ce travail qu'ils ont fourni et grâce au salaire qui leur est versé. Cette représentation de l'économie, longtemps, qu'on trouve encore dans les manuels d'économie politique, a ignoré la question à la fois de la ponction des ressources que ce système économique opère et à la fois la question des déchets, y compris les émissions de gaz responsables de l'effet de serre qui sont le résultat de ces processus de production. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'à mesure que l'activité économique s'étend, les frontières de ce qui est acceptable, ce qu'on appelle les limites planétaires, sont franchies les unes après les autres. Nous épuisons les ressources, nous épuisons la biodiversité, nous épuisons les matériaux rares et nous déversons dans les écosystèmes des déchets que ceux-ci ne sont plus en mesure de résorber. Et donc cette merveilleuse planète bleue, la plus belle de notre système solaire et la seule habitable, est menacée aujourd'hui face à ces modes de vie qui sont en train de se diffuser à l'échelle de la planète. Et pour simplement vous imprégner, nous imprégner de ce qui se prépare et de ce qui se prépare à cause des choix de vie que nous avons faits, je voudrais vous présenter deux planètes. Une première planète, celle de gauche, qui n'est pas affectée par l'activité humaine, et une autre planète, celle de droite, que vous allez voir rougir peu à peu parce que la température augmente à mesure que l'activité humaine se déploie. Et voyez ce qui se déroule au début du siècle. Nous sommes en 2020, on a déjà quelques endroits de la planète qui sont plus oranges que d'autres, surtout les terres émergées, les océans se réchauffent moins vite. On a des parties de la planète, je m'arrête un instant à 2070, pardon, je suis allé trop vite là, des endroits qui sont très rouges, et on a aujourd'hui, dans ce changement climatique, ce qu'on appelle des rétroactions positives, c'est-à-dire des phénomènes qui s'emballent. Par exemple, le réchauffement des océans libère les hydrates de méthane qui sont enfouis dans le fond des océans, ce qui dégage du méthane, un des gaz à effet de serre les plus nocifs. Les terres généralement gelées du Grand Nord sibérien, ce qu'on appelle le permafrost, va peu à peu fondre, libérer des quantités importantes de dioxyde de carbone et de méthane, accélérant le réchauffement climatique. Les sécheresses affectent les forêts, qui sont par conséquent moins en mesure de capter le carbone et vont à leur tour provoquer un phénomène d'accélération du changement climatique. Et donc, on est dans une planète qui subit ces rétroactions positives et qui nous mettent effectivement sur une trajectoire insoutenable. Mais je ne vais pas parler ce soir du climat, de biodiversité, de pollution, d'épuisement des ressources. Je vais parler de ce que nous pouvons faire pour changer les choses.
Je vais parler de cette mobilisation, vous avez entendu Adélaïde Charlier lundi, des jeunes pour le climat, ces grèves du vendredi et ces manifestations des samedis, et de l'absence de réponse des politiques qui s'abritent derrière le fait que nous ne changeons pas vraiment nos modes de vie. Et pour nous mettre dans l'ambiance de cette soirée, je vais rappeler un épisode célèbre qui, en réalité, est celui qui nous a conduits, Nicolas Saïdé et moi-même, à préparer le scénario de ce film documentaire sur les obstacles psychosociaux au changement de mode de vie pour faire face à la réalité climatique. C'est un épisode célèbre sur France Inter où Nicolas Demorand interroge Nicolas Hulot. Nous sommes en août 2018. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Intervenez, vous êtes déjà extrêmement nombreux au standard 01 45 24 7000. Utilisez, si vous préférez, les réseaux sociaux ou l'application France Inter. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? J'aurais une réponse qui est très brève. Non. C'est impossible à expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire, et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il y a l'apathie de la communauté internationale, Nicolas Hulot. Et puis... Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Cette intervention de Nicolas Hulot qui nous dit qu'il ne comprend pas que malgré les alertes du monde scientifique, malgré la réalité que nous connaissons, malgré la mobilisation générale, ce phénomène du changement climatique, ou ces phénomènes liés à la dégradation de l'environnement ne soit pas au premier rang des priorités des politiques. Et en effet, quand on regarde les sondages, par exemple, vous voyez ce sondage qui a été fait dans un certain nombre de pays, y compris parmi les plus riches, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, on a une très grande partie de la population qui dit il faut prendre au sérieux l'urgence climatique, prendre des mesures plus drastiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le public attend des politiques qu'ils fassent leur travail. Mais manifestement, la pression n'est pas suffisante, et je le répète, on a un écart tel entre les modes de vie qui sont les nôtres et la préoccupation qui s'exprime à travers ce genre de sondage que les politiques peuvent refuser de prendre au sérieux une urgence qui ne se traduit pas par des changements de mode de vie. Alors, comment faire ? Quand on est un scientifique, on communique avec des chiffres et des graphiques comme ceux-ci, qui montrent l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mesurée en particules par million. Et vous voyez comment cette courbe, qui était restée relativement stable pendant des millénaires, a tout d'un coup augmenté à partir de la naissance de la civilisation industrielle et aujourd'hui est tout à fait hors de contrôle. Alors, quel est le langage qu'on peut utiliser
pour véritablement convaincre les gens de prendre ce problème au sérieux et pour qu'ils ne se contentent pas de voter ou de répondre à des sondages ou de marcher même en rue les samedis de manifestation, mais de changer de comportement afin de réduire leur complicité avec le système. C'est ça la question du film que nous tentons de travailler. Alors, il y a différentes approches et différentes réponses à cette question. Il y a une réponse qui est celle de nos amis Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui, dans ce livre devenu un livre culte, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, présente la théorie de l'effondrement. Vous avez peut-être lu ce livre, il est touchant, bouleversant, il provoque beaucoup d'émotions. C'est un livre dans lequel Pablo Servigne et Raphaël Stevens décrivent toutes les courbes qui nous conduisent fatalement à l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Et c'est un livre que l'on ne peut que refermer très anxieux, inquiet, déprimé. Le livre, je l'ai constaté autour de moi, a des effets très contrastés selon les personnes. Certaines personnes, vous peut-être, trouvent là une source de motivation supplémentaire pour se mettre en route, se mobiliser, se battre, effectivement, en manifestant, en signant des pétitions, en écrivant des tribunes dans les journaux. Beaucoup d'autres, ils sont majoritaires je crois, referment ce livre avec un sentiment qu'il n'est plus grand-chose à faire et que nous devons nous préparer au pire, cultiver peut-être dans un esprit de résilience le monde d'après, mais l'effondrement, lui, apparaît inévitable et à la limite même, plus vite il arrivera et plus vite on pourra faire le saut vers une société conviviale, solidaire, résiliente, celle que nous aurions dû anticiper et préparer bien plus tôt. Malheureusement, ce récit de l'effondrement est un récit qui peut aussi démobiliser, dépolitiser. Après tout, si on est fatalement conduit à l'effondrement, pourquoi investir dans l'action politique? Pourquoi même s'intéresser le jour du vote au programme des partis? Et c'est le risque d'un repli finalement sur des solutions qui ne mettent pas en question les structures économiques, politiques qui nous conduisent vers ce cap si l'issue est en effet inévitable. Alors comment comprendre ces démarches de Pablo Servigne et Raphaël Stevens? Peut-être en rappelant qu'ils s'inscrivent dans une tradition qu'ont inaugurée avant eux des philosophes comme Hans Jonas avec le principe responsabilité, un livre de 1979 sur le risque des catastrophes nucléaires, ou un philosophe comme Jean-Pierre Dupuy avec un livre de 2002 qui s'appelle « Le catastrophisme éclairé ». Ce sont des philosophes qui disent que paradoxalement, la seule manière d'éviter le pire, c'est de le décrire comme inévitable. Si vous décrivez quelque chose comme inévitable, vous provoquez chez le lecteur, chez l'interlocuteur, un choc, un électrochoc qui provoquera la réaction à la hauteur de ce que la situation exige. Et donc je crois que la stratégie de Pablo Servigne et Raphaël Stevens est bien celle-là, c'est de faire peur, de donner l'impression d'une inévitabilité, non pas parce qu'il n'y aurait rien à faire, non pas parce que nous devrions nous replier sur des solutions à petite échelle qui préparent l'après-effondrement, mais parce qu'il est important que nous prenions au sérieux les messages que les scientifiques ne cessent de lancer dans les débats publics. Alors, c'est une stratégie et il en est évidemment d'autres. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu le film « Demain », présenté par Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2016, qui, dans différents domaines, énergie, éducation, démocratie, alimentation, agriculture, etc., montre que le monde de demain se construit déjà à partir d'initiatives locales, on dirait sans doute aujourd'hui des initiatives de transition. Je peux vous dire que Cyril Dion et Mélanie Laurent étaient tout à fait surpris du succès du film. Manifestement, ils n'avaient pas anticipé mieux que les autres l'attente du public
pour des solutions très concrètes. Et j'étais fasciné de voir qu'après la diffusion de ce film, non seulement le nombre d'initiatives de transition a augmenté très rapidement dans un pays comme la Belgique, mais c'est vrai en partie aussi en France, mais aussi que les débats qui suivaient la projection du film étaient des débats non pas où les gens voulaient mieux comprendre ce que c'est les particules par million, ou ce que c'est le méthane, ou les gaz fluorés comme gaz à effet de serre. Non, non, ils voulaient agir. Ils se donnaient rendez-vous le lendemain au café pour construire des choses ensemble. Et c'était magnifique de voir l'impact que ce film a eu en boostant les énergies et en provoquant cette efflorescence d'initiatives de transition. Néanmoins, ces initiatives de transition qui préparent de manière extrêmement importante des solutions qui peuvent montrer alors qu'il y a quelque chose sur quoi l'on peut construire et qu'on peut développer à plus grande échelle. Et je pense que les politiques devraient vraiment se mettre à l'écoute de ces solutions pour comprendre comment lever les obstacles à ce qu'elles deviennent plus nombreuses, à ce qu'elles fassent école, en fait, de proche en proche. Ces solutions se développent trop lentement par rapport à la transformation sociétale dont nous avons besoin. Et c'est cette inertie de la société dans son ensemble, si j'accepte ces petits îlots de transition qui forment peu à peu un archipel et peut-être demain formeront un continent nouveau, mais ça se développe trop lentement. Et donc, il faut s'interroger sur les lois de l'inertie. Je voudrais proposer 8 lois à partir de la psychologie sociale, à partir des neurosciences, qui nous frappent, mon co-auteur Nicolas Saïdé et moi-même, comme les explications majeures de notre incapacité à vraiment bouger. Et la première loi, la loi numéro 1, c'est que nous déployons des trésors d'imagination pour combler ce fossé entre ce que nous disons, ce que nous savons et ce que nous faisons. Nous sommes pris constamment dans des contradictions entre ce que nous lisons chez les scientifiques et ce pourquoi nous nous battons et les gestes quotidiens que nous posons. Il est très difficile d'être cohérent et nous souffrons de ces incohérences. Cette souffrance a un nom, ça s'appelle la dissonance cognitive. Je vais vous donner un exemple. C'est un ingénieur fraîchement diplômé qui s'appelle Clément Schwann, diplômé de l'école des mines de Nantes. Il va peut-être vous rappeler un ingénieur, Pedro Correa, que certains d'entre vous ont entendu lundi dans ce débat avec également Adélaïde Charlier. Et Clément Schwann donne le discours de proclamation de sa promotion à l'école des mines de Nantes. Écoutez ce qu'il a à nous dire sur leur métier d'ingénieur auquel ils ont été préparés. J'espère que ça va marcher mieux qu'il y a un instant, mais ma grande difficulté est de trouver ma souris. Alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Si on simplifiait quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. Ce n'est pas son rôle, on ne lui demande pas son avis. Cette vision, je la trouve étriquée. Évidemment, j'aime trouver des réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, prendre un certain recul, de la hauteur pour saisir les enjeux qui sous-tendent nos difficultés et prioriser nos actions. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur, pour ne pas perpétuer les erreurs du passé et du sacro-saint progrès, qui devrait et pourrait toujours nous sauver. Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Je doute et je m'écarte. Cet ingénieur doute. Il se demande si ces géniteurs de l'obsolescence programmée, comme il les appelle,
vont être complices, continuer d'être complices d'une société de consommation qui repose sur ce cercle infernal entre consommation et travail. Et c'est la cause de l'épuisement des ressources et de l'accumulation de déchets. Et donc, il veut que dans leur profession d'ingénieur, il y ait effectivement plus d'éthique. Ce que Clément Schwann, que vous venez d'entendre, exprime, c'est une souffrance psychologique. Il ne veut pas participer à ce monde qu'il sait destructeur, il ne veut pas être complice d'une société qu'il sait aller vers sa perte. Et cette dissonance cognitive, c'est celle que éprouve, par exemple, ce papa qui salue de loin son enfant et qui fume, et qui sait qu'il risque d'abréger sa vie en fumant. Et donc, que faire pour sortir de cette contradiction entre ce qu'il sait devoir faire pour sa santé et cette addiction dont il est victime? Soit il arrête la cigarette, décision courageuse et cohérente avec ce qu'il sait, soit il va se replier vers des solutions qui vont psychologiquement atténuer la souffrance, mais qui ne sont pas un véritable changement. Par exemple, opter pour des cigarettes plus légères, des cigarettes dites light. Et donc, la première loi, c'est que, confronté à cet écart entre ce que nous savons quant à l'impact de nos modes de vie et ces modes de vie eux-mêmes, la manière dont nous agissons, nous allons souffrir de cette dissonance et nous allons tenter de la réduire. En général, on la réduit sans véritablement questionner ces modes de vie, on la réduit en allant vers des alternatives qui sont les moins inconfortables possibles et parfois en relativisant le message anxiogène des scientifiques. Mais en tout cas, cette souffrance psychologique est un premier point de départ et c'est peut-être le levier qui permet d'améliorer notre communication sur le climat. Mais il y a une deuxième loi qui entre en jeu, c'est que nous sommes mal outillés pour vraiment comprendre le message des scientifiques. Nos cerveaux ne sont pas très doués pour vraiment comprendre la notion de risque et les statistiques qui permettent, ou les probabilités qui permettent de le définir. Idéalement, il faudrait que les messages des scientifiques, l'amélioration de la qualité des messages que les scientifiques nous donnent, nous permettent de mieux mesurer les risques et de mieux comprendre la réalité des dommages environnementaux. Et c'est effectivement cette linéarité où, à mesure que l'on va vers une meilleure compréhension des sciences, de ce que les messages scientifiques comprennent, notre perception du risque augmente, ce qui exprime cette montée vers la droite, si vous voulez, de la courbe. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, la manière dont nous comprenons les messages des scientifiques va dépendre de notre profil de personnalité. Un ami à moi qui s'appelle Dan Cahen et qui est psychologue et qui enseigne à l'université de Yale a fait des tests nombreux sur différents profils de personnalité. En demandant aux gens de remplir des questionnaires, il classe les individus en deux groupes. Il y a d'un côté les personnes qui sont altruistes, qui sont pleines d'empathie pour les autres, qui sont qu'on appelle communautaires dans leur approche, qui pensent que la société doit venir au secours des plus démunis. Puis d'un autre côté, il y a les individualistes qui pensent que la société récompense les gens en fonction du mérite, que les inégalités sont non seulement inévitables mais justifiées et qui souvent font partie de l'élite qui, parce qu'elle gagne dans une société concurrentielle, pense que la société est juste telle qu'elle est. Et donc deux profils de personnalité. Et ce qui est remarquable, c'est que les profils altruistes, qui sont au-dessus ici, qui sont égalitaires, communautaires, vont effectivement, à mesure que l'information scientifique leur est donnée, améliorer leur compréhension du risque et donc, sans doute, agir, en tout cas mieux comprendre leurs responsabilités dans la situation. Mais les profils qui sont hiérarchiques et individualistes, c'est l'inverse. Plus on absorbe de l'information scientifique quand on a ce profil, et plus on va se protéger. Plus on va
réinterpréter cette information de manière à échapper à la mise en accusation de son mode de vie que ces informations, en fait, recèlent. Mon ami Jean-Pascal Van Ypersel m'a donné cette slide qui reprend les différents propos qu'utilise le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, pour décrire l'impact de l'activité humaine sur le dérèglement climatique. En 1990, une détection sans équivoque prendra probablement plus d'une décennie. En 1995, un faisceau d'éléments suggère une influence humaine perceptible sur le climat. En 2001, l'essentiel du réchauffement depuis 1950 est probablement, avec 2 chances sur 3, dû aux activités humaines. En 2007, l'essentiel du réchauffement depuis 2050 est très probablement, avec 9 chances sur 10, dû aux activités humaines. Et aujourd'hui, il est extrêmement probable, 95 chances sur 100, que ce soit des activités humaines qui sont la cause dominante des dérèglements climatiques. Mais si ce message dérange, si ce message met en accusation le mode de vie qui est le sien, on va s'abriter derrière la prudence toute scientifique qui exprime ces formules et on va dire, par exemple, 95 chances sur 100, c'est donc pas certain, on peut continuer comme avant et on va croiser les doigts pour que les ingénieurs trouvent des solutions à temps. Les profils psychologiques que j'ai qualifiés avec Dan Cahen d'individualistes et de hiérarchiques se sentent mis en accusation et vont non pas remettre en question leurs préjugés ou leur mode de vie à mesure que les informations scientifiques s'accumulent, ils vont au contraire s'abriter derrière les doutes qui subsistent et plutôt protéger leur mode de vie de toute remise en cause. Et c'est très perturbant de voir que par conséquent, l'information scientifique ne suffit pas toujours à provoquer le déclic qu'il nous faut provoquer, notamment parmi les élites économiques et politiques. Alors, ce qui est aussi frappant, c'est que quand on parle du risque, les probabilités statistiques ne sont pas très utiles pour faire comprendre cette réalité-là du risque. On n'est pas très doué pour comprendre les calculs probabilistes. Vous vous rappelez peut-être de ce monsieur sur son lit d'hôpital, quelqu'un l'a peut-être reconnu, Lula da Silva, le président du Brésil entre 2003 et 2013. Et Lula, quelques mois après avoir quitté le pouvoir, c'est 2003 et 2013, je ne sais plus sûr en fait des dates de la présidence de Lula, peu importe, je crois que c'était avant 2013, a annoncé qu'il avait un cancer de la gorge. C'était un fumeur depuis 40 ans. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que les études qui ont été faites sur la population brésilienne et sa consultation d'Internet montrent que malgré une grande quantité de campagnes d'information autour des dangers de la consommation du tabac, les consultations sur Internet, comment arrêter de fumer la cigarette, ont augmenté en flèche après l'annonce de ce cancer de Lula. Vous avez ici en vert les années 2008-2010 qui reflètent les consultations sur Internet sur les manières d'arrêter de fumer. Et puis vous avez en bleu l'année 2011 et voyez, le jour de l'annonce du cancer de Lula, tout d'un coup, un pic de consultation dans les semaines qui suivent. Parce que quand ce monsieur tellement proche des Brésiliens, tellement connu, tellement adulé de beaucoup d'entre eux, même lui a le cancer, alors c'est que tous nous pouvons en être frappés. Et je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les réactions très contrastées face au risque que l'on estime ou non courir de contamination par le Covid-19 vont dépendre de la question de savoir est-ce qu'on a des proches qui sont affectés, qui ont souffert de longues semaines, qui sont même peut-être allés en réanimation à l'hôpital avec le soutien de respirateurs artificiels, ou bien est-ce que la seule information dont on dispose, ce sont ces statistiques un peu abstraites qui, tous les jours, nous sont données par les médias. Donc, le risque est surtout perçu quand il est
incarné par l'expérience d'un proche, sinon nous restons relativement rétifs aux messages qui se fondent sur des probabilités abstraites. Et donc nous sommes, comme ces dirigeants politiques, en train d'attendre que les choses deviennent vraiment intenables pour prendre des actions. Je remercie évidemment Pierre Kroll qui, de manière bien involontaire, m'a prêté ce schéma. Encore une slide de Jean-Pascal Van Ypersele. Nous sommes ici en novembre 2019. Vous vous rappelez peut-être la Agua Alta à Venise. Vous avez à gauche la salle du conseil municipal de Venise qui a été envahie par les eaux quelques minutes après que le conseil municipal se soit interrompu en raison de cette montée des eaux et que le conseil municipal ait refusé de voter des budgets en faveur d'une meilleure isolation des bâtiments et d'une meilleure protection de Venise contre le phénomène de l'augmentation du niveau de l'eau. Il est vrai qu'à Venise, il y a la Ligue du Nord qui est partie de la majorité communale, ce qui explique peut-être ce vote. Mais donc, voilà le type de choc qui, seul, peut provoquer la prise de conscience, parce que si nous parlons aux décideurs de ce risque abstrait d'une élévation du niveau des eaux, c'est un risque qui, pour eux, est lointain, ne les affecte pas directement, dont ils ne sont pas les témoins immédiats et qui, par conséquent, ne provoque pas le déclic qu'il faudrait provoquer. En Belgique, on a ces cartes qui montrent, par exemple, comment les côtes belges vont changer complètement de physionomie à la fin du siècle. Si la montée des eaux se poursuit au rythme actuel, on va perdre 63 000 hectares de terrain qui seront régulièrement inondés, jusqu'à Bruges et bien entendu Anvers. Mais l'intérieur des terres va être affecté. La situation, évidemment, de nos voisins néerlandais est bien pire encore. Et c'est ce genre de concrétisation du message vers laquelle il faut aller pour que le déclic se fasse. Nous sommes, sinon, assez mal programmés pour comprendre la réalité du risque. La troisième loi que nous souhaitons mettre en avant, c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Ça veut dire quoi? Très simplement, c'est notre tendance à surestimer notre capacité à trouver des solutions à temps et par conséquent à sous-estimer la réalité du risque qui nous est présenté. Et ce biais d'optimisme est bien documenté. Une spécialiste psychologue, Tali Charot, en a fait un livre et elle a donné à ce concept sa popularité. Ce biais d'optimisme est, de manière intéressante, surtout perceptible chez les hommes, plus que chez les femmes, et de manière générale, dans la partie de la population qui réussit et qui est généralement en position de maîtrise, plutôt que parmi les personnes qui sont plus faibles, démunies et ont moins l'impression de dominer, je dirais, leurs existences. Ceci n'est pas totalement surprenant. On a des études qui montrent que si, oui, là malheureusement on ne voit pas très bien sur cet écran, mais à tel point que je vais renoncer à vous l'expliquer. Mais donc, on a ces profils de personnalité différents selon les personnes. Certains sont plus proches d'une appréciation réaliste du risque, mais beaucoup d'entre nous, c'est le biais dominant, sont excessivement optimistes. On croit toujours que l'on va trouver la solution à temps. L'on pense que les ingénieurs vont venir avec des solutions à temps pour nous en sortir. Et il est infiniment plus confortable, n'est-ce pas, de croire à cela plutôt que de remettre en question nos modes de vie. Je me rappelle le lendemain du 12 décembre 2015. Vous vous rappelez ce jour? C'est le jour où Laurent Fabius, François Hollande, Laurence Toubiana annonçaient qu'on avait trouvé un accord, l'accord de Paris, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et on allait s'occuper de nous. Magnifique, tous les gouvernements adoptent un texte qui dit on va limiter le réchauffement de la planète à un maximum de 2 degrés centigrades d'ici la fin du siècle.
et faire tout ce qu'on peut pour éviter que l'on aille jusqu'à 1,5 degré centigrade. Et on attend des gouvernements qui disent ce qu'ils vont faire pour aller vers cet objectif. Entre parenthèses, depuis le 12 décembre 2015, on a des engagements des gouvernements qui nous mettent sur une trajectoire non pas de 2 degrés, non pas de 1,5 degré, mais de 3,2 degrés centigrades. Et encore, s'ils respectent les engagements qu'ils se sont engagés à, enfin, qu'ils ont annoncés, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des États. Mais je me rappelle, moi, le lendemain de ce jour historique, m'être dit, est-ce que finalement, la réaction de la plupart d'entre nous ne sera pas de se dire, mais, ok, on s'occupe de nous, on n'a pas à faire notre part, on peut dormir tranquille puisque les gouvernements ont signé l'accord de Paris et se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à ce qu'on n'excède pas ce réchauffement climatique au-delà de 1,5 ou 2 degrés centigrades. Et cette déresponsabilisation, elle est tellement confortable, n'est-ce pas? Elle est tellement tentante que l'on a très envie d'y croire. Biais d'optimisme. La loi numéro 4. J'en ai beaucoup discuté avec des psychologues, ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais en général, quand nous adoptons un comportement vertueux dans un domaine déterminé, par exemple l'alimentation ou la mobilité, on est végétarien, on prend son vélo pour aller au travail, nous compensons cela par des comportements nettement moins vertueux qui consistent par exemple à faire des city trips dans une ville européenne, par exemple avec EasyJet, qui me remercieront sans doute pour cette publicité gratuite. Et nous compartimentons les choses, si vous voulez. L'on se dédouane par rapport à ces city trips parce que l'on a un comportement vertueux dans certains domaines. Alors, je vous ai dit, les psychologues ne sont pas toujours d'accord entre eux. Certains psychologues m'ont dit, non, en fait, quand on a un comportement vertueux en matière de mobilité et d'alimentation, l'on veut être cohérent et donc cela amène des comportements vertueux aussi dans d'autres domaines et cela revient à cette souffrance psychologique qu'est la dissonance cognitive. Ce serait intéressant, il y a sûrement un tas de tests qu'on peut imaginer avec un public comme le vôtre pour savoir quel est des deux mécanismes celui qui prédomine chez chacun, mais en tout cas, ces deux mécanismes coexistent chez beaucoup de gens et la question est de savoir lequel des deux va avoir le plus d'impact. Mais en tout cas, c'est une réalité que nous avons différents domaines dans l'existence, que nous compartimentons souvent, même si par ailleurs nous souffrons de cette absence de cohérence. La cinquième loi est ce qu'on appelle l'effet de dotation ou le biais du status quo. Le biais du status quo. Cette loi est une loi qui a été mise en lumière par un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a été le premier et le seul à ce jour psychologue à se voir attribuer le prix Nobel d'économie. C'était, je crois, en 2011. Pourquoi? Parce que Daniel Kahneman, avec son collègue Amos Tversky, qui lui est décédé trop tôt pour pouvoir avoir le prix Nobel, ils ont mis en lumière les biais psychologiques qui sont les nôtres et qui expliquent que, contrairement à ce que les économistes disent et prédisent, nous ne nous comportons pas comme des homini economici, comme des hommes économiques, des individus parfaitement rationnels, calculateurs et maximisateurs de leur utilité. C'est cela que les économistes utilisent comme stratégie pour développer des modèles mathématiques, des lois économiques, c'est qu'ils partent de la présomption que nous sommes parfaitement rationnels et capables de calculer en termes de rapport coût-bénéfice les conséquences de nos actions. Et ce que Daniel Kahneman met en lumière, c'est que par exemple, nous sommes victimes d'un effet de dotation. Si vous avez 100 € en poche et que je vous propose de me donner vos 100 € et que je vous dis, mais si vous me donnez 100 €,
je vous promets, enfin, vous aurez 2 chances sur 3 de gagner 300 €. Vous aurez 2 chances sur 3 de gagner 300 €. Le calcul rationnel serait que vous me donnerez vos 100 € et parce que vous aurez 2 chances sur 3 de gagner 300 €, c'est en fait un avantage. Mais en fait, vous accordez beaucoup plus d'importance à ce que vous possédez déjà qu'à ce que vous pourriez gagner en changeant ce status quo. Et c'est une règle très générale qui est testée dans des auditoires d'étudiants en psychologie. On leur donne par exemple à chacun un mug, une tasse qui vaut 3 €. Et quand on leur dit, voilà, cette tasse est à vous, et qu'ensuite on leur offre 4 € pour acheter la tasse, non, ils veulent la garder, même s'ils savent parfaitement bien que cette tasse, en fait, ne vaut que 3 €. Ils attachent plus d'importance à ce qu'ils possèdent déjà qu'à ce qu'ils pourraient obtenir à la suite d'un changement. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que les changements de mode de vie auxquels nous devons nous résoudre si l'on veut sortir de cette complicité qui est la nôtre avec une société qui commet un suicide collectif, ces changements de mode de vie sont souvent vécus sur le mode du sacrifice, du moins, de la perte. Alors qu'il faudrait pouvoir présenter ces changements de mode de vie comme une opportunité d'une vie plus conviviale, apaisée, lente, agréable et solidaire. Mais nous voyons beaucoup plus ce que nous risquons de perdre que ce que nous pourrions gagner. Et en effet, vous savez comme moi que les ménages les plus pauvres ont en général une empreinte écologique plus basse. Ceci, par exemple, est une étude qui a été faite à Göteborg, la ville suédoise de Göteborg, pour l'année 2010. Et vous voyez ici comment l'empreinte écologique des ménages à haut revenu à Göteborg est double, à peu près, presque le double de l'empreinte écologique des ménages à plus faible revenu. La moyenne se situe évidemment ici. Et la différence entre les ménages à haut revenu et les ménages à bas revenu se situe notamment dans la mobilité, l'usage de l'avion et l'usage de la voiture individuelle. Et donc on se dit, mais, si le changement de mode de vie, c'est réduire notre empreinte écologique, est-ce que ça veut dire vivre comme des personnes sans ressources, comme les plus démunis, donc vivre pauvrement, chichement, tristement? C'est le récit dominant. Cependant, la ville de Göteborg a fait ses études pour préparer évidemment le changement. Ils ont notamment contrasté 3 scénarios. Ceci est la situation de 2010, à gauche. Ceci, c'est le scénario, si l'on ne change rien, nous allons continuer à augmenter l'empreinte écologique des habitants de Göteborg. Ceci, c'est le scénario bas carbone 2050. On essaye de réduire l'empreinte écologique de la population et on le fait de manière relativement raisonnable. Et ceci est le scénario vraiment bas carbone, extrême, que la ville de Göteborg n'ose pas envisager. Et effectivement, l'empreinte écologique à l'horizon 2050 est beaucoup plus faible ici. Mais qu'est-ce que ça signifie, ce scénario bas carbone? Ce n'est pas la lampe à huile, hein, comme le dit Emmanuel Macron. Le scénario bas carbone, c'est 4 choses. C'est réduire de 50% la consommation de viande, c'est passer à une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter la tondeuse, vous allez l'emprunter ou la louer. C'est réduire de 25% le temps de travail. Est-ce que c'est si pénible que cela? Et c'est revenir à une utilisation de l'avion qui était celle de l'année 2000. Ce n'est pas l'âge des cavernes, hein. L'année 2000, quoi. Ces 4 changements sont des changements, à mes yeux, indolores et même bénéfiques. Réduire de 50% la consommation de viande, c'est courir moins de risques de maladies cardiovasculaires et d'obésité avec les maladies non transmissibles qui y sont liées. Et c'est une manière, par conséquent, de contribuer non seulement au climat, mais aussi à une meilleure santé. Passer une économie des services, ça permet de ne pas s'encombrer d'objets inutiles
Et cela oblige les fournisseurs de services à développer des machines, des outils, des matériels électroménagers beaucoup plus résistants parce qu'évidemment, ils ont intérêt à ce que ce matériel dure puisqu'ils le louent. Et donc, ils ont intérêt à ce qu'il puisse se réparer et s'entretenir pour de longues années. Réduire de 25% du temps de travail, c'est une vie plus apaisée et qui permettra peut-être d'avoir moins besoin de city trip régulièrement pour se changer les idées et sortir du stress lié au travail. Et donc, mon message ici, c'est de dire, n'ayons pas peur des changements de mode de vie. Surmontons cette espèce d'aversion à la perte, cet effet de dotation, ce biais favorable au status quo. Acceptons de voir la transition écologique comme une opportunité de changer, oui, mais de changer pour le mieux, pour une vie qui sera infiniment plus agréable, conviviale, douce, apaisée et probablement satisfaisante pour son entourage. Alors, je n'ai pas malheureusement le temps de développer ceci très longuement. Je passe donc sur ces aspects qui lient le niveau de revenu à l'empreinte carbone. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans des questions. La 6e loi, c'est que nous sommes accros à une vie surdopaminée. J'utilise le terme surdopaminée parce que je veux faire ici une allusion directe aux travaux d'un neuroscientifique qui est aussi un pédopsychiatre qui s'appelle Robert Lustig et qui s'est rendu célèbre en 2008-2009 pour ses travaux sur l'addiction au sucre. C'est à cette occasion-là que j'ai pu le rencontrer parce qu'il était le premier à mettre en lumière le fait que le sucre qu'on ajoute en masse dans les plats préparés, sous forme de sirop de maïs, est une substance addictive. Plus on en a, plus on a envie d'en avoir davantage. Et il a maintenant généralisé son travail sur toutes les addictions, y compris l'addiction aux petits likes sur Facebook, l'addiction à la cigarette, les addictions aux expériences extrêmes, etc. Et il nous dit, en fait, c'est le titre du bouquin, The Hacking of the American Mind, les entreprises ont colonisé nos cerveaux en nous instillant, comment dire, la conviction que notre excitation, notre jouissance, notre plaisir ne peut venir que d'expériences toujours plus fortes. Et nous avons peur de la monotonie, nous avons peur de la routine, nous sommes devenus incapables de jouir du moment présent et simplement d'être heureux. Et Robert Lustig met en concurrence, vous connaissez peut-être ses travaux, la dopamine d'une part, la sérotonine d'autre part. Ce sont deux neurotransmetteurs qui remplissent des fonctions très différentes. La dopamine, c'est ce qui est stimulé quand on a des expériences fortes. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui caractérise une situation de bien-être. Voilà. Quand on a faim et qu'on mange, la dopamine est stimulée. Quand on est repu, la sérotonine fait qu'on est simplement heureux. Voilà. C'est la différence entre être à vitesse constante à 110 km/h sur l'autoroute ou passer de 50 km/h à 120 km/h. Quand on fait cette accélération, c'est boostant, quoi. Mais c'est vraiment barbant de rester à 110 km/h. Eh bien, c'est la différence entre ces deux neurotransmetteurs. Et ce que Robert Lustig montre, c'est que plus nous sommes dans une société qui stimule constamment l'excitation avec des émotions toujours plus fortes et nouvelles, moins nous sommes capables de nous contenter de ce que nous avons. Et au fond, d'être heureux. Nous développons une sorte de handicap, d'incapacité au bonheur, parce que nous assimilons l'excitation au bonheur, ou plutôt nous ne sommes plus capables de nous représenter le bonheur autrement comme des excitations toujours plus fortes et toujours plus stimulantes. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Un économiste qui s'appelle Tibor Skitowski avait publié en 1974 un bouquin complètement oublié depuis, où il dit, en fait, c'est la première phrase du bouquin, le vrai problème de notre civilisation, c'est l'ennui. Les gens ne savent plus quoi faire de leur temps libre et ils occupent ce temps en consommant. Parce que quand on ne travaille pas, on s'ennuie et donc l'on consomme.
Et plus l'on consomme, plus on a besoin de travailler. Et donc on est dans un cycle infernal où l'on consomme des choses toujours plus extravagantes. Même les week-ends, on fait des choses folles qui supposent qu'on travaille beaucoup la semaine pour gagner l'argent qui permettront au week-end d'être aussi fun que possible, etc. Et on est pris dans ce cycle. Très difficile de s'en sortir. John Maynard Keynes, en 1928, donne une conférence qui s'intitule, elle est connue, La prospérité économique de nos petits-enfants. Voilà. Il se projette dans un siècle, on y est presque, 2028, et il dit, dans 100 ans, grâce au progrès de la productivité au travail, nous pourrons peut-être dire que nous avons résolu pour de bon le problème économique. C'est quoi le problème économique? C'est qu'il faut travailler pour subvenir à nos besoins. On sera à l'abri du besoin. On pourra travailler peut-être 6, 8 heures par semaine et avoir un niveau de confort tout à fait satisfaisant. Il nous dit, je vais lire ceci devant vous, serait-ce un bienfait si l'on en croit un tant soit peu, si l'on croit un tant soit peu aux vraies valeurs de la vie, cette perspective du temps libéré ouvre à tout le moins la possibilité qu'un bienfait se réalise. Pourtant, nous dit Keynes, j'entrevois avec inquiétude la réadaptation de l'homme ordinaire, à qui l'on demandera peut-être de se défaire en quelques décennies des habitudes et des instincts qu'il porte en lui depuis d'innombrables générations. Ne devons-nous pas nous attendre à souffrir d'une dépression nerveuse généralisée? Keynes redoute que nous ne soyons pas suffisamment mûrs, adultes, pour vraiment bénéficier de ce temps libre que l'amélioration de la productivité du travail permettra. En effet, nous dit-il, pour ceux qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front, le loisir est une douceur ardemment désirée jusqu'au moment où ils y accèdent. Pour la première fois depuis sa création, l'homme sera confronté à son problème véritable et permanent. Quel usage faire de sa liberté? Une fois dégagé de l'emprise des préoccupations économiques, comment occuper les loisirs que la science et l'intérêt composé auront conquis pour lui? Comment vivre sagement, agréablement et bien? Ce que dit Keynes, en fait, c'est que nous ne savons plus comment utiliser notre temps libre. Nous avons perdu le goût des promenades en forêt, de l'écoute de la musique, des conversations entre amis, du temps passé au sein de sa famille, simplement à se dire les choses et à profiter de la présence les uns des autres. Nous ne savons plus faire rien d'autre dans notre temps libre que de consommer. Et pour cela, il faut travailler, et nous sommes pris dans ce cycle, dans cette espèce d'addiction. Et je pense que c'est un propos très juste qui nous ramène aux années 50. C'est là vraiment que le choix a été fait. On avait tellement augmenté la productivité au travail qu'on aurait pu dire à ce moment-là, écoutez, passons à 15 heures de travail par semaine pour tous et toutes. On peut vivre très bien avec 15 heures de travail par semaine, parce qu'on a des machines super performantes. Et on a fait le choix inverse. On a fait le choix de provoquer des désirs artificiels à force publicité pour que la machine économique continue de se développer et de s'agrandir, pour que, au fond, les firmes aient des débouchés en créant ou en entretenant ces désirs artificiels. Et je pense que nous avons manqué là un tournant qui aurait pu nous conduire dans une société très différente. La loi numéro 7, c'est que tant que d'autres peuvent agir à notre place, nous demeurons immobiles. Et oui, à quoi bon prendre le train plutôt que l'avion s'il y a plein de gens qui prennent l'avion de toute façon et que le transport aérien ne cesse d'augmenter? Il y a peut-être eu 75 000, 80 000 personnes qui ont marché à Bruxelles le 2 décembre 2018. Mais le 1er juillet 2019, il y avait 200 000 personnes à Bruxelles nationale pour prendre l'avion pour une destination lointaine. À quoi bon se mobiliser si les autres ne bougent pas? C'est une loi bien connue des psychologues.
on appelle ça le syndrome de Kitty Genovese. Vous connaissez Kitty Genovese? Vous connaissez Kitty Genovese, bien sûr. C'est cette jeune femme qui a été sauvagement attaquée au couteau dans une banlieue de Brooklyn et qui appelle à l'aide. Plusieurs dizaines de voisins entendent cet appel, personne ne bouge, sauf une vieille femme à la fin, tard, dans les bras de laquelle Kitty Genovese va mourir. Les autres ne bougent pas. Pourquoi ne bougent-ils pas? Parce que, selon cette histoire, chacun ne veut pas prendre le risque d'un coup de couteau et se dit qu'après tout, il y a plein d'autres gens qui ont entendu, quoi. Donc on ne bouge pas. Lucas Belvaux a tiré un très beau film de cet épisode qui se situe dans la ville française du Havre. Ça s'appelle 38 témoins. Et le cri que l'on entend de cette femme qui se fait attaquer est vraiment glaçant. Mais l'enseignement de cette histoire, c'est que nous avons toujours l'impression qu'il ne nous appartient pas de nous mobiliser, de bouger, de changer, si tous les autres demeurent immobiles. Et par conséquent, personne, jamais, ne bouge. Et les choses restent en l'état. Et les politiques peuvent dire, vous voyez bien, les gens ne sont pas prêts à changer. La loi numéro 8 est une loi qui va vous rendre optimiste. C'est que, en fait, les normes sociales peuvent changer. Et elles peuvent changer beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense généralement. Vous voyez ce graphique? Il représente, chacune des boules grises ou noires, représente une expérience qui a été faite dans une communauté donnée sur le changement de normes sociales. On se pose chaque fois la question de savoir comment une minorité de gens, 10, 12, 15, 20%, 30%, se mobilise et comment les autres vont ou non suivre le mouvement. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que toutes ces expériences, vous avez ici peut-être une dizaine d'expériences qui sont représentées, débouchent sur une conclusion très semblable. C'est que quand on est en dessous de 25% de la population qui se mobilise, c'est très difficile d'avoir un effet d'entraînement. Vous voyez, ces gens qui sont 17%, 19%, 20%, ils n'arrivent pas à bouger la société au-delà de leur petit nombre. Mais une fois qu'ils ont franchi ce cap et qu'ils sont 26%, 27%, 25%, c'est toute la société qui suit le mouvement. Et c'est très frappant de voir que ce seuil est un seuil qui revient, expérience après expérience, montrant comment les normes sociales évoluent. Les normes sociales n'évoluent pas de manière linéaire. On ne passe pas de 5% de la population à 10%, à 15%, à 20%, à 25%. Non, on bascule brutalement lorsqu'une minorité agissante est perçue comme indiquant la direction du changement et que ce changement est tout d'un coup perçu comme désirable par une grande partie de la population. Et exactement comme les normes, Dieu merci, changent dans les rapports entre les hommes et les femmes, à la suite du mouvement MeToo, exactement comme les normes entre fumeurs et non-fumeurs changent après qu'on ait pris conscience des impacts du tabagisme passif, notamment sur les enfants, eh bien, peut-être les normes sociales en matière de mode de vie affectant l'environnement vont-elles changer? Et peut-être que demain, l'on sera honteux d'avoir une voiture surpuissante pour des petits trajets en ville. Peut-être qu'on sera honteux de prendre l'avion plusieurs fois par an alors que nos provinces offrent des paysages magnifiques. Peut-être qu'on sera honteux de ne pas recycler ces déchets et peut-être que ces normes sociales vont peu à peu s'imposer. Je termine par cette slide qui, en fait, ce sont les voisins de ma rue, la rue du Sceptre à Ixelles. On a un groupe d'amis qui se réunit régulièrement avec une petite salle qui est mise à notre disposition par un restaurant social qui ne fonctionne pas le dimanche quand nous nous réunissons. Et donc on prend des initiatives, bien plus modestement que dans Malone Transitionne, mais tout de même à notre niveau. Et par exemple, on nettoie la rue. On le fait là. Et on se met des perruques colorées, des habits très voyants pour
envoyer un message à tous les habitants de la rue, voilà, nous nettoyons la rue, merci s'il vous plaît de ne plus jeter vos papiers gras, de ne plus laisser des poubelles comme ça n'importe où, parce qu'on veut une rue qui soit belle, agréable, quoi. On cherche à changer la norme sociale. Bon, ça n'a pas vraiment marché, mais c'est l'occasion de passer un chouette moment ensemble. Une semaine après, la rue reprend sa physionomie d'avant. Mais le message, c'est que nous avons tous une part à jouer dans la manière dont ces normes sociales évoluent. Et je suis pour ma part convaincu que nous sommes aujourd'hui 10, 12, peut-être 15%, mais que dans quelques années, et je vous donne rendez-vous, nous serons 20% et nous aurons réussi ce changement que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup. Donc un grand merci, Monsieur Descuter. Alors on avait prévu un moment de questions-réponses, mais je ne sais pas avec le timing et l'horaire des trains, est-ce que c'est possible? Puisque pour éviter la dissonance cognitive, Monsieur Descuter est venu en train. Alors, croyez-moi, je suis encore plus frustré que vous, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc je propose de répondre à 3 questions et je suis sûr que ce sont les questions que tout le monde a sur le bout des lèvres. Ok, donc je vais garder le micro en main pour ne pas donner trop de plaisir à notre ami Covid. Et on va essayer de respecter une parité homme-femme dans les questions, mais c'est super parce que ça commence déjà par une femme. Bonjour, j'aurais bien voulu savoir quelle était la réaction du gouvernement quand vous avez présenté le plan Sophia. Oui. On va prendre 3 questions ensemble, comme ça me permettra de gérer le temps. Ok, donc 2 autres questions. Bonjour. Moi, c'est par rapport à la loi numéro 2. Je me demandais quelle était la proportion des gens dans la population qui étaient soit bienveillants, etc., et les autres qui étaient individualistes. Excusez-moi, je ne vous comprends pas. Je vais reformuler. Elle demandait par rapport à la loi numéro 2 si vous aviez une idée de la proportion de la population qui était altruiste et la proportion qui était individualiste. Donc dans les slides que vous avez proposés, vous avez expliqué que, mais ce n'était pas dans les lois peut-être, mais qu'il y avait une étude qui montrait que il y avait 2 profils, un profil altruiste et un profil individualiste, et que ces profils-là allaient réagir différemment. Bon, il faudrait réétudier votre... Désolé, je crois que c'est un peu gênant, mais je crois que j'ai un problème d'audition, vraiment. Je ne comprends pas. Vous comprenez? L'âge. Et donc, du coup, pour respecter la parité, on va demander une question d'un homme. C'est rare quand c'est dans ce sens-là, mais c'est super. Allez, un peu de courage, les hommes. Voilà. Oui, est-ce que vous pourriez dire un mot aussi sur l'impact des lobbies industriels dans toute cette crise climatique? Ok, donc la deuxième question, c'est la plus facile, je ne sais pas, en fait. Si on a une idée de la répartition de la population, mais dans les travaux de Dan Cahen, le profil hiérarchique individualiste, c'est vraiment l'élite de la société. À vue de nez, je dirais, c'est les 10-12% les plus riches qui réussissent, etc. Et qui, malheureusement, tiennent souvent les manettes du pouvoir économique et politique. Hein. Donc c'est ce profil-là qu'il a identifié. Mais je pense que dans d'autres travaux, il fait le lien entre aux États-Unis, hein, entre les profils politiques, hein, donc plus démocrates ou plus républicains, etc. Et la société américaine est très clivée autour de ces profils de personnalité, en fait, au-delà de, je dirais, de programmes politiques, c'est vraiment des profils de personnalité différents qui se retrouvent dans ces différents groupes politiques.
Alors, le plan Sophia, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire s'il a eu l'audience, enfin s'il a eu l'impact souhaité. Ce qui est impressionnant, c'est que nous avons réussi à être entendus de tous les partis politiques, en tout cas de la partie francophone du pays, et qu'on a très attentivement écouté ce que nous avons dit. Le risque, évidemment, c'est que l'on choisisse dans cette panoplie de mesures celles qui sont les plus faciles à prendre, les moins contraignantes, les plus commodes, et que l'on ne voit pas la complémentarité entre ces différentes mesures. Et puis, le plan Sophia présentait tout de même, on peut le dire entre nous, 3 insuffisances. Donc on travaille sur un plan Sophia 2 ou bis. 1, il n'était pas budgété. 2, il n'était pas associé à différents niveaux de pouvoir, hein, donc de la commune à l'Europe. Et 3, il n'était pas accompagné d'un plan d'action pluriannuel permettant de montrer les étapes que l'on pouvait suivre pour aboutir à tel ou tel objectif. Or, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et certaines mesures dans tel ou tel domaine seront beaucoup plus faciles à prendre si d'autres mesures dans tel autre domaine ont été prises. Je prends l'exemple de l'initiative merveilleuse de la ville de Namur consistant à renforcer l'offre de produits locaux et, si possible, bio dans la restauration collective. Ça ne sert à rien de faire cela si vous n'avez pas soutenu les petits agriculteurs et agricultrices à d'abord faire la transition vers le bio et à créer une offre suffisante pour que cette demande, notamment dans des écoles, puisse être satisfaite. Voilà. Et donc le plan Sophia ne faisait pas cela, mais on travaille sur une version numéro 2 dans les semaines qui viennent. Et la troisième question, oui, c'est effectivement très important. Moi, je crois effectivement que c'est pour cela que la démocratie est essentielle. Les lobbies capturent la décision politique pour une raison très simple. Ce n'est pas juste la corruption ou l'influence dans les couloirs du pouvoir. Hein. C'est la promesse des grandes entreprises qu'elles peuvent réaliser des économies d'échelle, qu'elles peuvent être les championnes du low cost, qu'elles peuvent par conséquent offrir des produits à bas prix que les gens attendent sans qu'il faille des politiques sociales qui vraiment renforcent le pouvoir d'achat des ménages défavorisés. Et donc ces entreprises disent, écoutez, si vous voulez contenter la population et que vous n'avez pas d'argent à investir dans des politiques sociales, laissez-nous faire, nous sommes capables d'avoir une logistique très performante, des économies d'échelle merveilleuses, de faire travailler des gens partout dans le monde pour écouler sur vos marchés les produits que les gens vont pouvoir se payer. Et c'est le vrai pouvoir des lobbies industriels, c'est celui-là. Hein. C'est au fond de se présenter comme étant sans alternative, si vous voulez. Et je crois qu'on doit faire barrage à cela en colonisant la politique, en développant des mécanismes de démocratie participative pour que vraiment la vie de la population soit bien davantage prise en compte. Moi, je suis convaincu que si on avait davantage de forums participatifs, de panels citoyens et de démocratie participative en général, en fait, contrairement à ce qu'on dit, le temps politique serait plus long parce que nous avons le souci des générations futures, de notre environnement, et pas juste de l'élection à venir. Et je suis convaincu que les décisions seraient par conséquent plus sages. Donc faisons confiance aux citoyens, aux citoyennes dans ces mécanismes de démocratie participative. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une superbe fin de soirée. Merci, monsieur. Voilà. Vous venez ? Voilà. Ah oui, voilà, on nous entend. Mais comme monsieur est pressé, en tout cas, encore une fois, mille merci, hein, monsieur Descuter, pour votre intervention et pour la soirée que vous nous avez consacrée. Vraiment, mille merci à vous. Alors, voilà, ben, l'équipe de Malone Transition va me rejoindre. Je le spot dans l'œil. Voilà. Une partie, en tout cas, une partie. Voilà, ils vont arriver. Donc vraiment, ben, on remercie encore une fois, bien sûr, monsieur Descuter, comme il s'en va. Merci.
Voilà, et alors on va encore une fois remercier tous les partenaires qui ont permis justement que notre semaine des possibles se fasse et continue et soit ce qu'elle est depuis le début de la semaine. Donc merci au journal local, au Malone Première, d'avoir fait notre publicité et de nous permettre d'avoir une vue sur toutes nos activités. On remercie également la ville de Namur, grâce à laquelle nous avons l'occupation de cette magnifique chapelle ce soir. Normalement, l'échevine de la transition devait venir dire un petit mot, mais voilà, elle a été retenue par d'autres occupations. Alors voilà, donc la semaine, elle avance bien, mais c'est pas le dernier jour. Il y a encore plusieurs activités. Thomas en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a la prochaine, vendredi, il y a un café citoyen qui va être organisé ici, donc toujours dans la cafétéria de l'Enalux. Et donc n'hésitez pas vraiment, il y a encore de la place à venir partager ça avec nous, afin justement qu'entre citoyens, nous puissions discuter, débattre du monde que nous voulons demain. Voilà, ce sera sur base de questions en fait, qui sera basée sur depuis le début de la crise sanitaire, depuis quelques mois, mais quelles sont les activités qui nous ont manqué ou des activités qu'on aimerait se voir développer. Voilà, donc voilà, plein de choses en fait, des choses qu'on a découvertes ou redécouvertes. Voilà, ce serait bien de venir avec nous justement, pouvoir en discuter. Et construire ensemble, imaginer un autre futur. Alors il y a également samedi, donc il reste encore des places pour les balades, qui sont des balades guidées sur les sentiers de Malone, et qui se termineront par une soirée festive après, à partir de 17h déjà. Donc il y aura un bar ainsi que un concert. On peut très bien venir ou aux balades ou au concert. Vous pouvez juste nous rejoindre pour venir pour le concert et faire la fête avec nous. Voilà, donc je rappelle également que Malone Transition, donc c'est une association. Nous allons vraiment incessamment passer à un ASBL, et qui dit ASBL dit avoir des membres. Donc tout le monde est le bienvenu. Donc n'hésitez pas à venir nous trouver, soit ici après la conférence, ou alors à prendre contact avec nous. Nos coordonnées sont sur notre site internet ou par la page Facebook, par Messenger, voire par téléphone, le numéro qui est sur les affiches, et je transmettrai le message. Si vous voulez nous suivre également au niveau de nos actualités ou des bons plans, parfois qu'on essaye en tout cas de partager avec vous au niveau des lectures, des activités zéro déchet, soit encore une fois via le site, via Facebook et via récemment Instagram en plus. Voilà. Alors, je crois que j'ai déjà dit à peu près tout, si ce n'est que, histoire de ne pas se quitter trop vite, pour ceux qui le souhaitent, il y a un bar qui est ouvert pour un petit peu continuer à débriefer de ce qui a été dit ou venir nous rencontrer. Mais ce qu'on vous demande pour le côté pratique, c'est de bien vouloir, vous êtes rentré par un côté, normes sanitaires oblige, et de bien vouloir sortir par le côté ici, à droite, qui donne sur la cour. Voilà. Oui, parce que j'ai sûrement oublié quelque chose. J'ai un petit bon plan à vous partager pour ceux qui n'étaient pas là ce lundi à la conférence sur la transition. Eh bien, elle est en ligne sur le site internet. Et aujourd'hui, on a aussi filmé la conférence. Donc, si vous voulez la revoir ou la partager, n'hésitez pas. Ce sera aussi bientôt sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien, on espère pouvoir discuter un petit peu avec vous et répondre peut-être à vos questions concernant la future ASBL. Donc voilà, bonne soirée, merci d'être venus aussi nombreux et au plaisir de vous voir dans la suite de cette semaine des possibles. Merci.